168 marches qui les mènent à une galerie à 35 mètres de profondeur. Ils ont reçu l'ordre de tenir le fort à tout prix. Dans leur retraite précipitée, les hommes ont le souffle coupé. Des gaz toxiques envahissent la galerie. Faut-il capituler pour sauver sa peau? L'ordre provenant du quartier général est de mourir pour la France. C'est ainsi que 107 hommes sont morts étouffés, ici même. Beaucoup de personnel qui était dans l'ouvrage étaient des villages environnants, particulièrement le village de Villy. Il y avait trois soldats qui sont morts ici, et deux étaient mariés, avaient des enfants, hein, et se sont vus mourir dans l'ouvrage. Et tous les villages environnants, ou beaucoup dans les villages environnants également. Ils avaient la dernière vision de leur village qui brûlait, hein, mais ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas être tout seuls, c'était des soldats. La mort des soldats à l'intérieur du fort n'a pas pesé sur l'issue de la bataille. Alors pourquoi en ranimer le souvenir à présent? Je pense qu'il faut conserver tous ces sites où il y a eu des combats, que ce soit de 70, de 14 ou 14-18 ou 39-45, pour, disons, conserver et éviter que ça recommence. Oui, justement, oui. Si on oublie, ça peut très bien revenir demain ou après-demain. Tant qu'on se souviendra de toutes ces tragédies, ça évitera, je pense, que ça revienne. Justement. Il y a des cimetières allemands et des cimetières français, et les Allemands viennent visiter leurs cimetières à eux. Et ça crée des liens quand même. Ils viennent les entretenir tous les ans, en général. Actuellement, l'Allemagne est quand même avec la démocratique. Hein. Ils s'entendent, on est très bien, on est alliés avec la France, c'est très bien. Oui. On souhaite qu'une chose, ça dure. Hein. Là, l'Europe a bien du mal à faire. Hein. Il n'y a pas de problème, unifier les monnaies et tout. Ils ont bien du mal d'en sortir. Ça n'avance pas vite. Hein. Parce que la majorité de la population par ici, à mon avis, hein, et l'avis de beaucoup, trois guerres en moins d'un siècle, ça est trois guerres oui, qui comptent dans les plus sanglantes de l'épopée. Ben, personne ne veut revoir ça ici, pas dans le nord et dans l'est tout au moins. Hein. Oui. On rend hommage aux victimes. Mais n'y avait-il aucun moyen d'empêcher cette terrible hécatombe? Pendant que la France concevait la construction du fort de la Ferté, la première république allemande, la République de Weimar, luttait pour sa survie. La construction de la ligne Maginot et donc du fort de la Ferté, voilà une des conséquences que le pouvoir français a tirées de la Première Guerre mondiale. Un bilan sanglant. 1 385 000 morts, des millions d'invalides de guerre en France. Des deux côtés, toute une génération sacrifiée ou dépressive. L'étendue des destructions subies par la Flandre et les régions du nord de la France est à peine concevable. 4 départements sont détruits, à plus de 50% en moyenne. En 1919, la France est parvenue à triompher, mais de justesse. L'incapacité de la nation à soumettre l'ennemi sans le soutien massif de ses alliés anglais et américains fut un vrai traumatisme. Seuls quelques généraux avaient compris cette guerre moderne, produite par une société en pleine mutation. Malgré tout, on voua une grande admiration à Joffre et à Foch, ce qui fut un appel à la non-réconciliation et un retour aux idées d'avant-guerre. L'idée d'un équilibre entre suprématie militaire et engagement pour les droits de l'homme est symbolisée au cœur de Paris par l'axe Trocadéro-École militaire. Cette idée forte semble aujourd'hui appartenir à un autre âge. Depuis la Révolution, cette doctrine a sans cesse été ostensiblement réaffirmée.
La Convention nationale de la nation citoyenne, qui atteint sa plus haute expression dans la raison d'État, repose sur 2 piliers. L'adhésion librement consentie de citoyens libres au contrat social et une armée de citoyens qui conquiert et défend la liberté de la nation. Une telle armée a l'obligation d'être toujours victorieuse, sinon on jugerait la patrie en danger de mort. Cette armée peut aussi servir d'instrument politique, comme en 1923, lors de l'occupation de la Ruhr. Il s'agit de faire appliquer les mesures draconiennes prévues par le traité de Versailles, même si la jeune République allemande y perd toute crédibilité et même si ces démocrates doivent le payer de leur vie. Aristide Briand, que l'on voit ici en 1930 à Berlin aux côtés de Pierre Laval, avait misé en tant que chef du gouvernement sur une entente avec l'Allemagne. Mais des 2 côtés, peu de personnes étaient prêtes à faire preuve d'abnégation pour atteindre ce but. Briand avait aidé son ami Gustav Stresemann à obtenir le retour de l'Allemagne au sein de la Société des Nations. Lorsqu'il veut lui rendre un hommage posthume, il a abandonné l'espoir de pouvoir poursuivre sa politique. En France, l'assaut du Parlement mené par la droite en 1934 échoue de justesse. Au dernier moment, de la Rocque ordonne le retrait de ses croix de feu. Par la suite, le pays connaît des grèves massives. Les ouvriers entendent faire valoir leurs intérêts, dans la société comme en politique. En 1936, la majorité porte au pouvoir la coalition du Front populaire, composée de communistes, de socialistes et de radicaux. La politique sociale et financière des différents gouvernements de Léon Blum alarme la bourgeoisie, qui craint de perdre ses privilèges. La fuite des capitaux et le boycott infligé au gouvernement de gauche aggravent la situation économique. En 1938, l'État français est au bord de la banqueroute. En dehors de la foi en l'armée, cette période de remaniement ministériel connaît une autre continuité. La figure imposante du ministre de la Guerre, André Maginot. En revanchiste résolu, il a conduit l'occupation de la Ruhr. Le sous-officier, décoré à maintes reprises, est considéré comme un héros de Verdun. La caste militaire l'accepte en tant que ministre de la guerre. Généraux et ministres élaborent ensemble un concept défensif. Pour la France, c'est la seule stratégie envisageable. Cependant, la ligne Maginot va demander trop d'efforts au pays. En l'espace de 7 ans, sa construction va coûter 5,5 milliards de francs or. En 1939, les fortifications se dressent sur 314 km de la Suisse à la Lorraine. Donc, les politiques et les militaires français sont tombés d'accord sur un point. Au cas où une nouvelle guerre, une 3e guerre, se déclenchera avec l'Allemagne, il ne faut plus que la bataille se déroule en France. Donc, conclusion, il faut arrêter l'ennemi éventuel à la frontière. Et pour arrêter l'ennemi à la frontière, il n'y a qu'une sorte de travail à faire, c'est fortifier la frontière. Alors, pour ne pas quand même transformer une ligne de béton armée d'artillerie en ligne offensive, on n'a pas voulu construire la ligne Maginot sur la frontière. La ligne Maginot est environ une trentaine de kilomètres, en règle générale, en arrière de la frontière. Cette décision est prise dès les années 20. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, les décisions de construction d'une ligne militaire de l'ampleur de la ligne Maginot ne sont pas des choses que l'opinion demande expressément. C'est les experts militaires, en particulier les gens qui commandaient à la fin de la Première Guerre mondiale, qui ont eu cette idée-là et qui avaient les moyens d'imposer cela au ministre de la guerre, qui était André Maginot. Bon, les radicaux étant de vocation pacifiste, les radicaux sont au pouvoir dans cette période, majoritairement jusqu'en 1939, étant de vocation pacifiste, sont tout à fait d'accord pour avoir une stratégie défensive. Bon. Et vous savez que De Gaulle aura beaucoup de mal à imposer la conception d'une force offensive comparable à la force allemande. Donc les radicaux sont tout à fait hostiles à ça. Et donc il n'y a aucun problème pour imposer la ligne Maginot aux Français. On leur dit: nous allons investir dans la ligne Maginot parce que nous ne voulons pas la guerre, mais nous ne la craignons pas.
En Lorraine, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, se trouve le Hackenberg, qui est la plus grande forteresse de la ligne Maginot. En surface, les ruines de l'édifice semblent être les vestiges d'une culture inconnue et indéchiffrable. Ceux qui vivent ici connaissent beaucoup d'histoires illustrant la confrontation et la coopération entre Allemands et Français. Ils peuvent faire le récit des rendez-vous manqués de ce XXe siècle. Le terrain, à présent recouvert d'épaisses forêts, était alors tout à fait dénudé. Un champ de tir dégagé où livrer bataille. Au sommet du Hackenberg se trouve le cimetière privé d'un seigneur lorrain. Ici, les pierres tombales attestent que la culture et l'histoire de cette région ignorent la frontière séparant le Palatinat de l'Alsace-Lorraine. Mais leurs inscriptions révèlent également le jeu des puissances qui, tour à tour, ont imposé puis établi leur domination sur la région. Le colosse souterrain attire les touristes depuis 20 ans. À mi-fort, une association d'anciens combattants, d'historiens et de jeunes a obtenu l'ouverture du fort. Jean Bello, professeur à la retraite, guide les Français dans le strict respect du règlement, mais dans la bonne humeur. Alors, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus à l'ouvrage Maginot du Hackenberg. Hackenberg, c'est le nom de la colline sous laquelle l'ouvrage est creusé. Les ouvrages Maginot portent en général le nom des collines sur lesquelles ils se trouvent. C'est le plus gros fort de la ligne Maginot. Il a une emprise de 160 hectares. Et il compte 19 blocs. Vous voyez, ces ronds rouges, ce sont des blocs. Hein. Ça, c'est un bloc. 15 blocs actifs dans lesquels il y a de l'armement, divisé en 2 demi-forts. Un demi-fort est, on va pas là-bas, c'est trop loin. Un demi-fort ouest, je vais vous emmener là-haut. 2 blocs d'observation, ce sont les périscopes, les yeux de l'ouvrage situés au sommet du Hackenberg. Et 2 entrées, l'entrée des hommes un peu plus haut. En partant, vous passerez avec votre voiture devant l'entrée des hommes. Et l'entrée des munitions, c'est là que nous nous trouvons. Les pièces d'artillerie des coupoles blindées sont prêtes à faire feu dès 1938. Pourtant, les forteresses ne seront suffisamment ravitaillées en munitions qu'au début de la guerre, en septembre 1939, lorsque la région est évacuée. À première vue, le Hackenberg ressemble aujourd'hui à un jouet monumental à l'usage des grands. Mais il ne s'agit pas d'un jeu, plutôt d'un voyage dans le temps qui fait ressurgir un malaise sous-jacent. C'est une spéléologie d'un type très particulier, le traitement d'un traumatisme personnel et peut-être national, effectué à partir des décors d'une réalité disparue. En hiver 1939, les occupants de la forteresse percevaient le grondement de tonnerre de la guerre qui approchait. Chaque descente à l'intérieur du monstre d'acier et de béton pouvait être le prélude à un combat mortel. Tous voulaient trouver le courage de résister dans l'honneur et la victoire. Chaque fort était comme un navire de guerre faisant partie d'une grande armada. Ils vivaient en autarcie et produisaient leur énergie et leur électricité. Les soldats, terrés dans leur souterrain de béton, se sentaient parfaitement en mesure de remplir leur mission tactique, notamment en raison de l'énorme puissance de feu des ouvrages fortifiés. De plus, du militaire de carrière au réserviste, en passant par l'appelé, chacun des hommes qui ont servi ici était un spécialiste formé pour la tâche qu'il devait accomplir. La ligne Maginot était le système d'armement haute technologie de l'époque, propre à alimenter outre-Rhin la fiction d'une France armée jusqu'aux dents. Aujourd'hui, nous savons que le Hackenberg, restauré avec un soin tout particulier, ne peut pas être considéré comme le symbole d'une stratégie de dissuasion réussie, bien qu'aucune défaillance technique ni humaine n'ait pu être constatée. L'ordre de cesser le feu arriva au moment de la défaite dont les politiques et les militaires portaient la responsabilité. Ici, c'est l'ordinaire groupe. Celui qui va au fond du mythe de la ligne Maginot peut aussi en rapporter des anecdotes. Dans le civil, nous avons connu l'inox qu'en 1955. Hein, et dans ces cuves, on peut faire à peu près 200 rations de ragoût ou de pâtes alimentaires. Elles sont aussi modernes que
que les cuisines dans les établissements scolaires aujourd'hui. Il y a deux différences. Actuellement, les cubes sont carrés et placés au milieu de la pièce. Là, elles sont rondes et placées contre un mur. C'est la seule différence qu'il y a. La vie quotidienne des hommes affectés au fort était plutôt confortable. En revanche, la situation politique et militaire était incertaine. On exhibait aux regards ennemis un dispositif militaire presque écrasant, moderne et efficace. Si la France avait moins misé sur tout refus de réconciliation et sur sa propre suprématie, le front de Harzburg, une alliance de réactionnaires allemands, n'aurait pas pu mener une campagne aussi martiale. Et les grandes manifestations de ce mouvement anti-républicain n'auraient pas eu un tel impact, y compris sur le chancelier du Reich, von Papen, et le prince héritier de Prusse. Par la suite, Adolf Hitler a pu tirer un avantage décisif de deux facteurs, les répercussions du traité de Versailles et le mensonge